Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission qui vous plonge au cœur du sport québécois et de ses enjeux. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche le monde du cyclisme, la protection des athlètes face aux défis et dangers qui les guettent. Avec l'implication de la Fédération québécoise des sports cyclistes, un vaste programme a été mis en place pour sensibiliser et accompagner les cyclistes face aux pièges qui peuvent affecter leur santé et leur parcours sportif. Nous parlerons dans cette émission des troubles alimentaires et des différentes formes de violence dans le sport. Ces enjeux nécessitent des actions concrètes pour protéger la prochaine génération d'athlètes. Et nous retrouverons notamment de grands noms du sport pour nous en parler, soit Lynn Bessette et Geneviève Janson. Aujourd'hui, nous allons explorer ces enjeux, comprendre leur impact et découvrir les solutions mises en place pour un cyclisme plus sain, sécuritaire et éthique. Il existe une multitude de formes de violence dans le sport. On parle de violence souvent verbale, violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, même dans certains cas, l'intimidation. Celle qui est évidemment la plus apparente, c'est lorsqu'on parle de violence physique. Donc évidemment, un entraîneur qui frappe son athlète ou qui lui lance un objet. C'est pas nécessairement juste des claques ou être frappé. Dans des contextes, supposons, sociaux après une course, ça peut être juste shaker, prendre l'athlète, puis ça peut être... C'est ça aussi, des violences physiques. Ça peut passer aussi par le surentraînement. Après une mauvaise performance ou utiliser l'entraînement comme punition. Ce qu'on veut faire avec l'athlète en lui donnant un entraînement punitif, c'est de le pousser jusque dans ses derniers retranchements jusqu'à temps qu'il souffre tellement qu'il n'ait plus le goût. Qu'il n'ait plus le goût de faire le comportement qu'on lui reproche, puis qu'à l'inverse, qu'il veuille faire le comportement qu'on veut, souvent lié à la performance. Au final, c'est tout à fait contre-productif parce que dans le cadre d'une planification d'entraînement, le repos fait partie également de ce qui est très important pour les athlètes. Donc, le fait d'avoir un entraînement additionnel qui soit punitif, au final, ça donne absolument rien. Moi, ça m'est arrivé comme hyper souvent, après une course que je n'avais pas performé comme je devais performer, même si c'était une victoire, il fallait que j'aille m'entraîner après la course. Donc, on faisait les podiums, puis là, c'était un autre 2-3 heures d'entraînement après une course de déjà 2h30, 3 heures où est-ce que j'avais poussé. L'athlète qui va vivre tant de souffrance dans son entraînement, il va finir par associer la souffrance à l'entraînement. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit une perte de motivation après ça qui suit. J'ai plus de fun à mon entraînement, j'aurais pas le goût de continuer à m'entraîner. Puis moi, à l'inverse, si je suis un entraîneur, j'aimerais ça que ça soit complètement l'inverse. Si mon athlète pouvait s'entraîner autant qu'il joue des jeux vidéo, ses performances, il monteraient en flèche. Mais le problème, c'est que l'entraînement punitif, lui, à l'inverse d'associer l'entraînement à quelque chose de positif, de le fun, il va associer l'entraînement à quelque chose de négatif, de souffrant, puis de déplaisant. Une autre forme de violence, c'est la négligence. Alors, la négligence, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas être attentif aux signaux, signaux de fatigue physique, psychologique, une certaine latitude de la part de l'athlète. C'est si l'athlète n'a pas les moyens adéquats pour être en sécurité et pour son bien-être. Donc, s'entraîner quand on est encore blessé. Se faire pousser à la compétition trop rapidement après une commotion cérébrale.
Moi, la plus grosse négligence que j'ai eue, c'est que je me suis fait donner des produits dopants en étant encore mineure. Donc, la négligence, c'est surtout sur le bien-être de l'athlète. Puis moi, ben, je me suis entraînée blessée, je me suis entraînée j'ai continué à m'entraîner quand j'étais surentraînée, j'ai été anémique. Puis ça n'a pas été adressé comme il faut, tu sais. Le rôle premier d'un entraîneur, c'est de subvenir aux besoins de ses athlètes. Donc, que ce soit en termes d'entraînement, en termes psychologiques. Donc, lorsqu'on ne se souvient pas à ces besoins-là, bien, on faille à nos responsabilités, puis ça devient également de la négligence. Les violences physiques sont effectivement les plus apparentes. Pourtant, bien que moins évidentes, les violences psychologiques causent souvent plus de dommages chez les athlètes. Restez avec nous. Au retour de la pause, nos 3 intervenants aborderont ce sujet délicat et nous donnent des pistes de solutions. Nous sommes de retour à Rendez-vous sportif. Nous vous présentons maintenant la suite de l'entretien que nous avons eu avec Louis Barbeau, Alexandre Barry et Geneviève Janson sur les violences dans le sport. La violence majeure en sport, c'est la violence psychologique. On parle d'une violence d'environ de l'ordre de 80 des athlètes qui vivent de la violence psychologique. La violence physique, c'est quand même pas mal, c'est environ un 40 La violence sexuelle, c'est un 30 Des fois même que celle-là, elle frappe plus que les autres parce qu'on se dit, mon Dieu, il y a donc bien de violence sexuelle à 30 Mais ce qu'on se rend compte à travers ces différents types de violences-là, c'est qu'en effet, la plus présente, c'est la violence un petit peu de moindre intensité, mais qui va laisser des marques pareilles, qui va, par la répétition, qui va laisser ses marques. Puis, bien justement, c'est important de ne pas la minimiser, cette violence émotionnelle-là. Bien, la violence psychologique, la violence émotionnelle, c'est d'adopter un comportement qui est contraire à ce qu'un athlète attendrait de la part de son entraîneur. Mon entraîneur me disait souvent « sans moi, t'es rien ». C'est à cause de moi que tu gagnes. Les autres petites filles n'en ont pas des entraîneurs comme moi qui sont prêts à laisser leur vie au complet pour venir m'occuper de ta carrière. Après une victoire, par exemple, lors d'une course, l'entraîneur qui félicite pas son athlète ou dit « tu aurais pu faire mieux ». Pendant la course, il y a telle chose que tu n'as pas fait aussi bien. Me faire chicaner après des courses, après des mauvaises performances ou même après des bonnes performances. J'avais pas poussé assez, j'avais pas attaqué à la bonne place, j'avais pas fait ci comme il faut. Tu sais, c'était tout le temps dans le commentaire ou dans le passif agressif. Donc, ça, on s'en rend pas compte tout de suite, mais petit peu à petit peu, tu sais, ça rentre dans notre tête. Puis quand on est jeune, mais on apprend qui on est avec cette petite idée-là de peut-être que je suis pas assez, peut-être que si, peut-être que ça. Et bien, ça, évidemment, ça vient qu'à saper le moral de l'athlète puis à se poser la question, finalement, qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire aux attentes de mon entraîneur. En tant qu'athlète, veut pas, notre entraîneur, c'est comme la personne qu'on veut impressionner, c'est la personne à qui on fait confiance, c'est la personne qu'on sait qui peut nous guider ou qui peut nous aider à nous dépasser. Fait que la relation, elle est très, très spéciale. Puis en tant qu'athlète, on est hyper vulnérable parce que une partie de notre confiance en nous-mêmes passe par les performances. On veut bien performer. On veut pas laisser tomber nos coéquipiers. On veut pas laisser tomber notre entraîneur. Et ça devient très, très difficile pour les athlètes à porter parce qu'on a besoin de cette reconnaissance de la part de nos pairs et en tout premier lieu de la part de notre entraîneur. La violence physique est très apparente. Généralement, on va pouvoir observer sur l'athlète des signes de violence. Dans certains cas, on peut même en être témoin. La violence psychologique, c'est beaucoup plus insidieux. Souvent, c'est des petites remarques. Il peut même y avoir des gens qui en sont témoins et disent « Ah, tu n'aurais pas dû lui dire ça », mais c'est la répétition. Et ça fait en sorte que les athlètes peuvent venir qu'à perdre de confiance en eux. Ça peut jouer beaucoup sur leur estime de soi. Et à la longue, ça peut être beaucoup plus dévastateur et avoir des effets qui sont beaucoup plus permanents, beaucoup plus importants que la violence physique. Le meilleur conseil que moi, j'ai pas suivi et je le savais que je devais le suivre, mais je l'ai laissé de côté, c'est vraiment d'écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit « je ne suis pas confortable ». Parce qu'on a toute cette petite voix-là et elle va se manifester quand c'est quelque chose
qui est contre nos valeurs ou quand on le sait que ça ne devrait pas être comme ça. Puis ça, c'est important de ne pas la laisser de côté. Si on a cette petite voix-là qui remonte, puis on a des doutes, demandez à quelqu'un, allez chercher une autre opinion extérieure, les parents, les amis. Si vous n'êtes pas confortable avec vos parents, vos amis, un organisme comme Sportaide, appelez, allez chercher de l'information. Comme personnel d'encadrement, si vous soupçonnez ou pensez qu'un athlète est possiblement victime de violence, je pense qu'une façon, possiblement, c'est de les approcher pour voir comment ils sentent, comment ça va, poser des questions. Une approche peut-être un peu plus naïve au début, puis lentement déceler dans des réponses de l'athlète. Écoute, en fonction de ce que tu me dis, je suis pas sûr que t'es pas bien, est-ce que tu as envie d'en parler davantage? Mais il faut montrer une ouverture, il ne faut pas bousculer l'athlète, faire sentir à cet athlète-là qu'il est dans une zone de bienveillance, qui est capable de parler ouvertement de ce qu'il vit et que tout ça peut se faire dans la confidentialité. Nous vous rappelons que des ressources sont mises à la disposition des athlètes qui sont victimes de violences. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec le groupe Sportaide. Après la pause, nous vous présentons une discussion entre la spécialiste en nutrition sportive Alexia de Macquart et l'ex-cycliste professionnelle Lynn Bessette. Un des enjeux majeurs liés au sport de haut niveau relève de l'alimentation. Comment bien s'alimenter et éviter de tomber dans les troubles alimentaires. Nous vous présentons maintenant un entretien avec Alexia de Macquart, spécialiste en nutrition sportive, en compagnie de l'ex-cycliste professionnelle Lynn Bessette. Souvent, en ce qui concerne les troubles alimentaires, on ne sait pas comment agir parce qu'on ne comprend pas bien la problématique. Puis c'est une problématique qui fait peur à beaucoup de gens. Donc, juste de pouvoir en parler, de comprendre, en fait, ce que c'est réellement un trouble alimentaire, mais aussi définir c'est quoi les rôles, mais les limites de l'entraîneur. Je pense que c'est important qu'on en parle le plus fréquemment possible, puis surtout aussi avec des athlètes qui ont pu vivre une situation comme ça. Oui, c'est sûr que quand tu as vécu des problèmes alimentaires, c'est souvent, comme tu dis, c'est souvent caché. Puis c'est important d'en parler ouvertement. Puis c'est caché, mais le déni, c'est souvent un des critères diagnostiques, en fait. Mais c'est un des critères diagnostiques pour l'anorexie aussi. Puis on le sait pas ou on n'en parle pas beaucoup. Fait que souvent, quand l'athlète va être en déni par rapport à la situation, bien, on va se dire, OK, bien, l'athlète doit être correct, puis ça ne vaut pas la peine d'intervenir. Mais non, au contraire, c'est là où on doit avoir des stratégies et des outils comme entraîneur ou comme intervenant pour savoir quoi faire dans ces cas-là. Puis c'est vrai parce que on veut avoir le contrôle. Tu sais, souvent, les gens pensent que les problèmes alimentaires, c'est soit t'es boulimique ou anorexique. Sauf qu'il y a beaucoup de dérivés de ça qui peuvent affecter les athlètes. Souvent, les gens ils pensaient que moi, j'ai jamais eu de problème alimentaire, mais c'est pas vrai. Publiquement, j'en ai jamais vraiment parlé. Je commence tranquillement à m'ouvrir par rapport à ça. Mais ça vient te chercher différemment. Puis ça l'affecte ta vie aussi énormément. C'est une question de contrôle. C'est vraiment là que c'est. Un problème alimentaire, c'est une question de contrôle. Bien, c'est cette lourdeur psychologique-là, le trouble alimentaire. Tu sais, ces préoccupations-là, ça pèse, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ça pèse lourd dans le fond. Ouais. Puis c'est souvent une des raisons pourquoi les athlètes viennent nous consulter, pour aller chercher de l'aide, c'est parce qu'ils sont juste épuisés. Épuisés, dans le fond, de toujours devoir penser à ça, de devoir toujours gérer, dans le fond, ça. L'autre élément où ils viennent souvent nous voir, c'est quand ils ont des pertes de contrôle avec l'alimentation. Ce contrôle-là, en fait, ou cette préoccupation-là va générer tellement d'anxiété que l'athlète, dans le fond, doit avoir des comportements ou des compulsions pour venir gérer cette anxiété-là. Fait que ces comportements-là, ça peut être suivre un plan alimentaire strict, ça peut être mettre dans une application ce qu'on a mangé puis s'assurer, dans le fond, qu'on atteint un nombre spécifique de calories. Ça peut être des pesées, en fait, compulsives ou excessives. Ça peut être, avec sa montre intelligente, en fait, de calculer ce qu'on dépense, dans le fond, à chaque jour. Mais tous ces comportements-là, en fait, sont des compulsions puis vont avoir comme objectif de apaiser l'anxiété de l'athlète. Puis à court terme, ça fonctionne. Mais souvent, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça vient réalimenter, en fait, les préoccupations. Puis ça réalimente cette anxiété-là, puis on est pris dans un cercle vicieux. Puis ça dure longtemps. Tu sais, c'est pas juste pendant que tu es athlète, c'est après que tu as terminé ta carrière. Dans mon cas, ça a traîné quand même assez longtemps après ma carrière. Même des fois, j'ai encore des petits, on dirait des
des choses qui se passent dans ma tête, puis je me dis « Ah, j'ai mangé ça, je devrais peut-être faire un peu plus d'exercice. » Sauf que maintenant, je le contrôle mieux, mais moi, c'était plus... je me pesais à tous les jours, puis si, mettons, j'avais une livre de plus que la veille, mais là, ma journée était plus bonne. Là, on dirait que c'était toujours à recommencer. Puis ça affectait beaucoup aussi ma vie sociale parce que je m'empêchais souvent d'aller manger au restaurant ou d'aller manger chez des amis, puis des fois, je me trouvais des excuses parce que justement, je voulais avoir le contrôle de qu'est-ce que je faisais. Un trouble alimentaire, ça ne disparaît pas quand une athlète prend sa retraite. C'est ça qui génère beaucoup de frustration auprès de l'athlète en disant bien, j'ai fait ce sacrifice-là pendant que j'étais athlète, puis je pensais que c'était un sacrifice normal à faire, dans le fond, pour être un athlète de haut niveau. Exact. Mais là, je suis pris avec ça toute ma vie. Puis l'autre point que tu as mentionné qui est super pertinent, puis vraiment, vraiment important, c'est qu'un trouble alimentaire, ça génère de la détresse, mais ça vient affecter les autres sphères de notre vie. Des fois, c'est les autres qui t'influencent aussi. Moi, j'ai été influencée par mes coéquipières. Je me rappelle, on allait au restaurant, puis les filles disaient « je vais prendre une pizza, pas de pain, pas de sauce, pas de fromage. » Finalement, tu manges rien que les tomates, c'est de la pizza. Puis j'ai commencé à me dire « moi, je fais pas ça comme il faut, puis que je dois m'adapter autrement par rapport à mon sport. » Il y en avait un autre, elle avait enlevé tout le gras et le sucre de sa diète. Pendant 2 mois, je l'avais pas vue pantoute, je savais pas été où. Elle avait maigri, là, c'était l'enfer, mais après ça, elle avait plus de gaz, puis elle a été obligée d'arrêter le sport parce que ça fonctionnait pas. Fait que ça aussi, je pense que c'est important, l'éducation puis la conversation qu'on va avoir en tant qu'entraîneur avec nos athlètes, puis de pas attendre trop longtemps. C'est un sujet qui devrait être parlé rapidement avec les jeunes athlètes. Je pense que c'est important qu'on en parle le plus fréquemment possible, puis surtout aussi avec des athlètes qui ont pu vivre une situation comme ça. Restez avec nous. Après la pause, la discussion se poursuit et nous nous penchons un peu plus sur le rôle des entraîneurs dans l'enjeu de la nutrition dans le sport. Les entraîneurs jouent un rôle essentiel auprès des athlètes qu'ils supervisent. Allons retrouver Alexia Demacar et Lynn Bessette qui aborderont dans ce dernier segment d'émission l'importance des entraîneurs. La relation que j'ai eue, moi, avec mon entraîneur, ça a été vraiment en ligne droite. Éric avait, dans le temps que moi, j'étais athlète, on était peut-être moins... les entraîneurs étaient peut-être moins alertes ou ils voyaient moins ça, peut-être. Ce qu'on suggère aux entraîneurs, là, c'est d'adopter une approche comme à 5 étapes. Fait que la première chose qu'on suggère, c'est d'exprimer ses préoccupations. Fait que l'entraîneur parle au je. Fait que, on n'est pas dans l'accusation, mais je me préoccupe, dans le fond, par rapport à la situation actuelle. Il faut que cette intervention-là se fasse dans un contexte où l'athlète se sent dans un lieu psychologiquement sûr aussi. Là. Tu fais pas ça sur le bord quand il y a des athlètes à côté. Il faut aussi que ça se fasse avec la personne qui a la meilleure relation avec l'athlète. Fait que ça se peut, c'est souvent l'entraîneur, mais ça peut être le thérapeute de l'équipe ou ça peut être le consultant en performance mentale aussi. Ensuite, on énumère les faits. Fait que tous nos signes et symptômes qu'on a observés, c'est donc, ça fait plusieurs semaines, j'ai observé en fait que tu mangeais plus au repas d'équipe, que tu t'isolais beaucoup, tu me parles beaucoup moins en fait qu'avant. J'ai observé que tu avais de la difficulté à finir certains entraînements ou que tu avais moins d'énergie à la fin. J'ai observé où tu m'as mentionné que tu dormais mal, que tu avais des maux de ventre. Fait en fait, c'est très, très objectif. On énumère les faits. Mais avant que tu continues, tu sais, énumérer les faits, là. Ouais. Là, on en parle des exemples de faits, mais on est très bon pour cacher tout ça. Fait que ça prend des détectives là, pour commencer à trouver que peut-être que j'ai pas été à ce souper-là, puis tout ça. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est pas une tâche facile, mais souvent, tu sais, déjà, si l'entraîneur est éduqué puis il sait c'est quoi les signes et symptômes, ça aide. Mais moi, j'ai comme le revers un peu de la médaille. Souvent, les athlètes qui sont pris là-dedans, ils pensent qu'ils sont capables de tout cacher. Oui, c'est vrai. Fait que souvent, justement, ils sont tellement préoccupés par cette tâche-là, ces comportements-là, qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui paraît, mais de l'extérieur, ça paraît quand même. Fait que c'est pour ça que, oui, c'est pas une tâche qui est facile, mais on laisse cet espace-là, dans le fond, à la tête pour pouvoir répondre. Puis après ça, on arrive avec quelque chose de plus concret. Pour que je me sente plus en sécurité, de t'entraîner, j'aimerais ça que tu fasses une évaluation nutritionnelle, que tu ailles voir le médecin pour une évaluation médicale, parce que ta santé me préoccupe vraiment, dans le fond, en ce moment. Puis la dernière chose, c'est de faire un suivi. Ce qu'on veut pas, c'est d'adresser la situation une fois, parce que ça nous préoccupe. Laissez faire.
C'est ça. Que l'athlète nous dise, ben non, il n'y en a pas de problème, puis là, on n'en parle plus jamais. Bien là, dans le fond, l'intervention, tu sais, n'est pas réussie. Fait que l'idée, c'est de dire à l'athlète, regarde, ça peut faire beaucoup pour toi, dans le fond, en ce moment, aujourd'hui qu'on parle de ça. Pense-y, on s'en reparle, dans le fond, la semaine prochaine. C'est ça, j'étais pour dire, dans le sens que toutes ces étapes-là, tu veux pas toutes les faire en même temps parce que, ben même moi, je me sentirais comme c'est trop, là. C'est beaucoup. T'sais, c'est une étape à la fois, tu laisses du temps. Peut-être que même cette personne-là, l'athlète va revenir parce que là, elle va mijoter ça dans sa tête un peu. Puis là, elle va dire, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'elle va revenir puis elle va dire, non, j'ai toujours pas de problème. Mais ça peut laisser, en laissant du temps entre les étapes, ça peut donner la chance à l'athlète de réfléchir puis de revenir positivement par rapport au problème. Par rapport aux entraîneurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour pouvoir faire une bonne intervention? Parce qu'effectivement, dans certains cas, peut-être que ça va juste faire en sorte que la tête va plus se refermer aussi, fait que ça fait encore plus peur à l'entraîneur d'intervenir. Mais il faut normaliser le fait que cette intervention-là, elle est anxiogène pour tout professionnel qui va la faire. Fait que ça peut être super anxiogène pour un ou une nutritionniste, pour un psychologue, pour un médecin, puis évidemment un entraîneur qui n'est pas formé là-dedans, de parler de ça. Fait que ça peut être une grande barrière pour l'entraîneur de ne pas vouloir intervenir parce qu'il a peur de se tromper, il n'a pas les outils, il a peur d'aggraver le problème, il a peur de dire les mauvaises choses. Surtout, ce qu'on entend des entraîneurs, c'est qu'ils ont peur de perdre la relation de confiance. Mais quand on a suffisamment de drapeaux rouges qui ont été observés, il faut faire quelque chose. Fait que c'est ce qu'on dit. C'est rare qu'un entraîneur va souvent se tromper s'il connaît tellement bien ses athlètes que s'il y a l'espèce de sentiment quelque chose cloche, bien, il ne se trompe pas. Puis souvent, ce qu'il a observé, c'est comme la pointe de l'iceberg, puis il y a beaucoup plus de choses qu'il n'est pas en mesure d'observer, qui se passent. Mais je pense que la relation que tu as avec ton coach, ça commence... C'est ça la base de ce qui va faire que tu vas être... En tant qu'athlète, si tu as des problèmes, bien, tu vas être capable de t'ouvrir à cette personne-là. Et pas juste à ta meilleure amie, même encore là, ta meilleure amie, peut-être que tu y diras pas. Tout à fait. Fait que c'est sûr que l'entraîneur, il doit s'attarder au bien-être de l'athlète sur toutes les sphères. Donc, pas juste le côté nutrition, mais le côté comment ça va chez vous, comment ça va à l'école, comment... Donc, tout ce côté-là, c'est important. Le cyclisme est un sport exigeant qui demande une grande rigueur physique et mentale. Grâce à l'engagement de la Fédération québécoise des sports cyclistes, des initiatives concrètes sont en place pour prévenir les risques, éduquer les athlètes et encadrer la pratique du sport de manière responsable. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre ces enjeux et l'importance de la prévention dans le sport. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et la Fédération québécoise des sports cyclistes,